Au commencement, la peur. Ensuite, une vaste entreprise de mystification exécutée dans une absence totale d'humanité. Et l'inconcevable devient réalité. De 1938 à 1945, tout juif, homme, femme, enfant, à portée de main de l'Allemagne nazie, est pris au piège. Les juifs sont traqués pour alimenter le programme d'extermination nazi. Certains parviendront à en réchapper et jureront de poursuivre les instigateurs de la plus vaste opération meurtrière jamais perpétrée. Au petit matin, à Tel Aviv, s'achève une réunion secrète entre agents des renseignements. Nous sommes en avril 1960 et la chasse aux fugitifs nazis vient d'être ouverte. Les services secrets israéliens sont sur la piste du plus célèbre criminel de guerre encore en liberté, l'officier SS Adolf Eichmann. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avant même la création de l'État d'Israël, les agents juifs traquent cet homme. Un obscur soldat allemand qui a progressé dans la hiérarchie SS jusqu'à devenir l'expert juif d'Hitler. Au début des années 30, les Juifs d'Europe ne soupçonnaient pas le sort qui les attendait. L'horreur qui s'esquisse alors semble inconcevable. Et pourtant, le fléau du fascisme a commencé à ronger tout le continent. Pour les Européens et surtout pour les Juifs, les vacances seront bientôt finies. Les nazis proclament les Juifs ennemis de l'État allemand. Fraîchement nommé au département SS des affaires juives, Adolf Eichmann se rend en Palestine en 1937. Son intérêt entomologique pour le peuple juif devient une obsession personnelle. Il étudie la structure sociale des Juifs en Europe et les principes du sionisme, une curiosité qui plus tard servira son ascension au sein du Reich. En 1938, l'Allemagne annexe l'Autriche. Dans son projet de nation aryenne et de pureté raciale, Hitler prend les Juifs pour cible. Eichmann est muté à Vienne comme directeur du bureau central de l'émigration juive. Il établit ses bureaux dans l'hôtel particulier du baron de Rothschild et applique une politique sans merci de purification ethnique. Confisquant les biens des Juifs, il enrichit le trésor nazi et vide l'Autriche de ses Juifs. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, déclenchant ainsi la Seconde Guerre mondiale.
20 janvier 1942. Le cadre enchanteur de cette demeure de Wannsee masque le thème de la réunion qui s'y tient. C'est en effet ici, dans cette paisible banlieue de Berlin, qu'on va répondre à la question « Que faire des Juifs ?» Les plus hauts officiers nazis sont réunis pour décider du sort de quelques 11 millions de personnes. L'officier SS Adolf Eichmann expose son plan. En tant que spécialiste de la question juive du bureau 4, section B4 de la Gestapo et des services de sûreté du Reich, je suis chargé du transport des Juifs. Selon notre calendrier, les opérations seront menées comme suit. Dès qu'un Juif est identifié comme tel, il est arrêté. Il cède tout ce qu'il possède au Reich. Avec une valise et 50 marks en liquide, il se rend dans une gare de jonction éloignée, où il est ensuite mis dans un wagon de marchandises et conduit vers son ultime destination. Le célèbre écrivain et prix Nobel de la paix Elie Wiesel est un rescapé de ce plan. Je me souviens d'un officier allemand. Il y avait en tout et pour tout 2 officiers allemands dans la ville où je me trouvais, qui étaient chargés de déportation. Et je me souviens d'un officier allemand en particulier à la gare, dont j'ai seulement réalisé plus tard qu'il s'agissait d'Eichmann. Il nous regardait, et dans ses yeux, il y avait non pas du remords, mais plutôt une sorte de regret. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris qu'il regrettait que ce soit déjà fini. C'est curieux pour cet homme responsable de la déportation d'un nombre incalculable de gens. La seule chose qui l'intéressait, c'était d'en déporter toujours davantage. Mais il n'en restait plus dans la ville. Le plan ne se limite pas aux déportations. Eichmann remplace les exécutions sporadiques par une vaste entreprise de mystification. Les déportations, présentées comme des opérations de regroupement dans 184 camps de concentration, dissimulent en fait un processus d'assassinat systématique. À Berlin, Eichmann est à présent responsable du département 4, section B4 de la Gestapo, avec des bureaux à Vienne, Prague, Budapest et Paris. Il s'entoure de fidèles adjoints chargés de traquer les Juifs et de les expédier vers les camps. Son plan est démoniaque, mais d'une minutie remarquable. En utilisant le réseau ferré européen, il jette les bases d'un chef-d'œuvre de coordination. Son programme crée de nouveaux emplois pour les Allemands. Il favorise l'expansion de la métallurgie pour répondre non seulement aux besoins en armes, mais aussi en voie ferrée. Les wagons transportant les cargaisons humaines vers les camps reviennent chargés de marchandises distribuées dans toute l'Europe. Une véritable entreprise commerciale soigneusement programmée, basée sur un projet d'extermination massive. Dès le départ, il savait ce qu'il voulait. D'abord, il y a eu un premier décret destiné à faire naître la peur, l'incertitude engendrée par la peur. Et puis, il y a eu une première série de lois obligeant les Juifs à porter l'étoile jaune et leur interdisant de sortir de chez eux à certaines heures. Et lentement, petit à petit, ils ont précipité les communautés, les individus dans l'abîme. Avec bien sûr comme objectif ultime l'anéantissement total. Et partout, ils ont fait les mêmes choses, aux mêmes gens. Et comme je l'ai écrit quelque part, on avait l'impression qu'il y avait seulement un Allemand tuant un Juif 6 millions de fois. Cette maquette du camp d'extermination de Treblinka en Pologne illustre le processus de mise à mort. Chaque étape est un pas déguisé sur le chemin de la mort. Les trains s'arrêtent dans une gare apparemment ordinaire. Au son d'une musique accueillante, les Juifs descendent des wagons. Les femmes et les enfants sont séparés des hommes. Les vêtements et affaires personnelles sont confisqués.
Nus, les Juifs sont conduits le long d'un chemin appelé Himmelstrasse, la route du paradis. Au bout du chemin, un bâtiment surmonté de l'étoile juive de David, dans lequel ils sont gazés. La mort survient en 20 minutes. Dernier maillon de cette chaîne de mort, on jette les corps dans des fosses communes ou on les brûle dans des fours crématoires. À l'apogée de son pouvoir, l'officier SS Adolf Eichmann est aux commandes d'un mécanisme d'extermination qui transforme systématiquement la vie de millions de Juifs en cendres. Otto Adolf Eichmann naît à Solingen en Allemagne le 19 mars 1906. Il a 8 ans quand sa mère meurt et la famille s'installe à Linz, en Autriche, où son père se remarie. Ils habitent un appartement au premier étage du 32 Landstrasse. La belle-mère de Eichmann est une femme dure et autoritaire. Son père travaille pour la compagnie des tramways et d'électricité au 6 Museumstrasse. Adolf Eichmann est un solitaire réservé. Il n'a pas d'amis. À l'école, on se moque de son teint mat, presque de type sémite. Ses camarades de classe l'appellent Der Kleine Jude, le petit juif. Schulden tragen, den deutschen Staat, das Deutsche Reich. Au début des années 30, le fascisme venu d'Allemagne déferle sur l'Autriche et Eichmann est pris dans la vague. Il adhère au Parti national-socialiste autrichien. Très vite, il part pour l'Allemagne où il suit la formation SS, le service de sécurité nazi. « 23 janvier 1935. Il n'y a aucune objection à ce que Adolf Eichmann épouse Veronika Liebl. Après examen de ses origines raciales, nous l'avons jugée apte à devenir la femme d'un officier SS. » Veronika Liebl est une fervente catholique tchécoslovaque. Ils se marient et emménagent dans une villa de la banlieue de Berlin. C'est là que naît Klaus, le premier de leurs 4 fils. Dans son uniforme SS, Eichmann est le pouvoir personnifié. Un officier nazi infaillible, avec un faible pour les femmes. Il a plusieurs liaisons, dont une avec une certaine Maria Mussenbacher, idylle qui reviendra un jour le hanter. Les Alliés anéantissent le Troisième Reich. Nous sommes le 8 mai 1945. Près de 6 millions de Juifs, un tiers de la communauté juive mondiale, sont morts. La fin de la guerre oblige les nazis à tenter d'éliminer toute trace de leurs crimes. Eichmann détruit ses photos et rapports et disparaît. Après la guerre, les Européens s'efforcent de retrouver une vie normale. Mais certains veulent régler leurs comptes avec les nazis. Ce sont d'anciens soldats juifs, alliés à une brigade militaire britannique, se faisant appeler les Avengers, les Vengeurs. Un ancien Avenger connu sous le nom de Ziv Keren est aujourd'hui agent secret israélien. Nous étions en Italie du Nord, à Trévise, quand la guerre a pris fin.
Un groupe s'est constitué. J'étais l'un de ceux chargés de mener à bien les actions. Nous devions nous organiser, passer illégalement les frontières pour essayer de leur mettre la main dessus. Lorsqu'on en attrapait un, on l'interrogeait sommairement avant d'en finir avec lui. En général, ça se terminait dans une rivière. Il était préférable de ne pas laisser de traces. On faisait du travail très propre. La traque de Eichmann est dirigée par des Juifs qui viennent de Palestine. Une division de renseignement de la Haganah, l'armée clandestine juive, envoie un agent à Vienne. Il s'agit de Asher Ben Nathan, le futur directeur général du ministère israélien de la Défense. Sous le nom d'Arthur Peer, il ouvre une bibliothèque de recherche à Vienne, une couverture pour la traque des criminels de guerre nazis. Arthur est persuadé que Eichmann se cache quelque part dans son Autriche natale. Il charge un agent de retrouver la femme de Eichmann. Manos Diamant possède un charme persuasif et parle couramment l'allemand. Nous avons retrouvé sa femme à Bad Hause, une station balnéaire à environ 30 km de Linz. C'était un endroit où se cachaient de nombreux criminels. Je vivais en face de chez Madame Eichmann et, pas tout à fait par hasard, j'ai fait la connaissance de ses enfants. On faisait de la voile ensemble, on allait se promener. Je suis en quelque sorte devenu l'ami de la famille. Mais Madame Eichmann n'a pas eu de contact avec son mari. Apparemment, elle se savait surveiller. Mais dans son enquête, Diamant souffre d'un sévère handicap. Il a un nom et une longue liste de crimes, mais il ignore totalement à quoi ressemble Eichmann. Le problème était surtout de trouver une photo d'Eichmann. Et à force de faire de l'espionnage, je suis arrivé à localiser la maîtresse d'Eichmann. Maria Muschenbacher habite le village autrichien d'Urfahr, dans un appartement offert par Eichmann, son ancien amant. Diamant se présente à elle comme un ami de Eichmann. Je suis devenu l'ami de cette femme. Je suis allé chez elle à plusieurs reprises et à chaque fois je m'arrangeais pour parler photo. Un soir, elle a sorti un album et m'a dit « Voici mon Adolphe ». C'était suffisant pour moi. J'ai bien entendu pris la photo et je l'ai apportée à Arthur. Et il m'a dit cette chose que je n'ai jamais pu oublier. Manos, c'est le premier pas vers la capture d'Eichmann. Lors des procès des crimes de guerre à Nuremberg, en Allemagne, le nom d'Adolf Eichmann est cité comme l'un des principaux instigateurs de la solution finale. Se sachant recherché, Eichmann se réfugie dans les Alpes autrichiennes, fuyant de cachette en cachette. Ne sachant plus où aller, il est arrêté par une patrouille militaire américaine et interné dans un camp de prisonniers de guerre. Prétendant s'appeler Otto Henninger, Eichmann parvient à cacher aux Alliés sa véritable identité. Et avec l'aide d'autres prisonniers, il s'évade. On lui a donné le nom d'un contact dans une scierie du nord de l'Allemagne, où il est embauché. À la lisière de la forêt, coupé du monde, Otto Henninger mène une vie discrète pendant près de 4 ans. En 1949,
il apprend qu'il peut obtenir une nouvelle identité grâce au Vatican. Parvenu à Rome, il est hébergé dans un monastère franciscain dans la Via Frascati. Là, il contacte la Société Saint-Raphaël, une organisation vaticane qui aide les réfugiés, y compris les fugitifs nazis. Cette organisation, toujours en activité, a aujourd'hui ses bureaux à Cleveland, aux États-Unis. Eichmann rencontre le père Anton Weber qui lui procure tous les papiers nécessaires pour fuir l'Europe. Le père Weber a été interrogé par l'écrivain Gita Sereni dans le cadre d'un livre. C'était un prêtre du Vatican et aussi le représentant de la Société Saint-Raphaël à Rome. C'est à ce titre qu'il a aidé Eichmann et beaucoup d'autres. Je crois qu'il n'avait aucune idée de qui était Eichmann, tout comme il ignorait qui était Stengel. Mais, et ce mais est déterminant, je pense qu'il savait qu'ils étaient recherchés, qu'ils étaient en fuite, ce qui impliquait donc qu'ils avaient fait quelque chose. Donc, quand je dis qu'il ne savait pas, je veux dire qu'il ignorait jusqu'où ces hommes étaient allés dans l'horreur. Le fugitif nazi est maintenant un réfugié déplacé voyageant sous passeport du Vatican. Et il obtient un visa pour l'Argentine. Le 14 juillet 1950, il embarque à Gênes sur le paquebot Giovanni C. sous une nouvelle identité. Laissant derrière lui le continent européen, il est persuadé qu'il n'aura plus à se cacher. En 1948, l'État d'Israël est créé. Le dossier Eichmann passe aux mains du Mossad, la nouvelle agence israélienne de renseignement. Isser Harel en est l'un des premiers directeurs. Après ma nomination à la tête du Mossad, une de mes premières tâches a été de m'occuper des criminels de guerre nazis. C'est une mission qui incombe au Mossad en tant que service secret de l'État d'Israël. J'ai essayé de réunir tous les renseignements possibles sur Eichmann, sur Mengele et sur quelques autres. En fonction de ce que nous avons trouvé, nous sommes allés dans le monde entier, en Afrique, en Europe, en Amérique du Sud, afin de trouver des preuves qui nous permettent d'établir que cet homme existait, qu'il était encore vivant, et ainsi pouvoir remonter jusqu'à lui. Adolf Eichmann arrive au port de Buenos Aires en août 1950. Il se présente sous sa nouvelle identité et disparaît dans les rues de la capitale argentine. Se croyant en sécurité au sein d'une importante communauté d'ex-nazis, il ignore que des milliers de réfugiés juifs d'Europe vivent eux aussi en Argentine. À 44 ans, Eichmann commence alors une nouvelle vie. Il loue une chambre dans une pension de famille et trouve du travail au 374 Calle Corrientes chez Capri, une entreprise de construction allemande. Grâce à sa formation technique acquise à Linz, Eichmann se voit confier des relevés topographiques dans la province de Tucumán, à la frontière nord de l'Argentine. Noël 1950. C'est le début de l'été en Argentine, alors qu'en Autriche, l'hiver est déjà bien installé. Dans la maison de Eichmann, à Linz, Veronika Eichmann reçoit une lettre de Tucumán. C'est le premier signe confirmant que son mari est en vie. Pendant 2 ans, Veronika cache son existence à leurs enfants.
puis elle les prépare au départ vers l'Amérique du Sud, où ils vivront en Argentine avec leur oncle. Après 4 semaines de voyage, Veronica Ashman et ses fils arrivent à Tucumán. Cela fait 7 ans qu'elle n'a pas revu son mari. La région reculée de Tucumán garantit l'anonymat à Ashman et à sa famille. Mais en 1953, le contrat gouvernemental de Capri touche à sa fin et l'entreprise est dissoute. Ashman quitte alors le sanctuaire des montagnes pour une vie plus exposée dans une banlieue de Buenos Aires. Ashman ouvre un lavomatique, mais son commerce ne marche pas et il est contraint de vendre. Il décroche alors un travail dans une entreprise de métallurgie, mais se fait très vite licencier. Il dirige ensuite un élevage de lapins et fait faillite. Le cerveau de la solution finale est incapable de trouver un travail stable dans le civil. Il trouve finalement du travail chez Mercedes-Benz Argentine et commence à se sentir à nouveau en famille. Depuis les années 30, beaucoup d'Allemands sont venus s'installer en Argentine. Buenos Aires, ville de diversité culturelle et de tolérance, est pour les exilés nazis un refuge sûr. Ils vivent au grand jour dans leur patrie adoptive. Ils se réunissent dans leur propre club et revendiquent leur propre culture tout en adoptant les traditions argentines. L'Argentine apparaît alors comme le dernier bunker du nazisme, et son dictateur Juan Perón passe pour un fervent admirateur du fascisme européen. Au sein de la communauté allemande de Buenos Aires, les criminels de guerre côtoient leurs victimes. Lothar Hermann est un juif allemand rescapé des camps de concentration et aveugle. Il vit à Olivos, dans la banlieue de Buenos Aires, avec sa femme et leur fille unique, Silvia. Silvia rencontre un jour un jeune homme nommé Nicolas Eichmann. Il habite avec sa mère et ses frères dans la rue Chacabuco. Un homme vit également avec eux. Nicolas parle de lui comme de son oncle. Prenant la famille Hermann pour des Allemands comme lui, Nicolas parle librement du rôle de son père chez les SS et explique comment les nazis auraient dû en finir avec les Juifs. En l'écoutant, Lothar Hermann se met à songer que le nom de famille de Nicolas Eichmann ne lui est pas étranger. Soupçonneux, il écrit au procureur juif du district d'Essen, en Allemagne de l'Ouest. Le docteur Fritz Bauer reçoit la lettre de Hermann en octobre 1957. Il informe alors le Mossad israélien que Eichmann pourrait bien se trouver en Argentine. Et il nous a dit très ouvertement, « Je ne peux pas compter sur le ministère des Affaires étrangères allemand, ni sur les consulats allemands en Amérique du Sud ou ailleurs dans le monde. Et dans une affaire aussi délicate, je ne peux même pas compter sur les gens que j'emploie dans mon service. » Autrement dit, il craignait une certaine réticence à traiter cette affaire. Et aussi qu'Eichmann ne soit informé et ne disparaisse purement et simplement. Il circule tellement de rumeurs sur Eichmann que Harel accueille cette information avec un optimisme circonspect. Il envoie en Argentine Ephraim Hofstetter, un enquêteur de la police israélienne parlant l'allemand.
Celui-ci constate qu'on peut faire confiance à Hermann et à sa fille. Ils ont suivi Nicolas Eichmann jusque chez lui au 4261 rue Chacabuco et ont découvert 2 noms sur un compteur électrique. Clement et d'Augusto. Ils ont aussi découvert que le lotissement dont fait partie la maison est enregistré au nom de Francisco Schmidt, un citoyen autrichien. Hermann en est certain. La véritable identité de Schmidt est Adolf Eichmann. Efraïn Ilani, l'agent du Mossad en Argentine, est chargé d'enquêter sur Schmidt. Mais celui-ci ne correspond pas à la description d'Eichmann telle qu'elle figure dans le dossier. Et il est peu probable que l'infâme officier nazi vive dans un quartier aussi pouilleux que celui de la rue Chacabuco. Harel rappelle son agent. Isser avait décidé qu'il était inutile de poursuivre cette piste. Il avait déjà envoyé 2 agents et après s'être occupé de cette affaire pendant 1 an et demi, il était arrivé à la conclusion, j'ignore sur quoi il se fondait, qu'il était inutile de suivre la piste de Buenos Aires. Nous sommes en 1959, 2 ans plus tard. En Allemagne de l'Ouest, le docteur Bauer reçoit des informations anonymes sur Eichmann. Il envoie un nouveau message à Harel. Bauer a découvert que le nom d'emprunt de Eichmann en Argentine n'est pas Schmidt, mais Ricardo Clement. Quand j'ai vu le nom que m'avait envoyé Fritz Bauer, il m'a paru familier. Je l'avais déjà vu quelque part. J'ai ressorti le dossier de Hermann et j'ai examiné tous les rapports dans les moindres détails. D'après l'un d'eux, sur la facture d'électricité de la maison de Francisco Schmidt, figuraient 2 autres noms, Ricardo Clement et D'Agosto, Daguto, quelque chose comme ça. Au moment où j'ai vu ce nom, Clement, je me suis dit, ça y est, on le tient. Pourtant, 2 mois passent sans qu'aucune action ne soit engagée. Déterminé à obtenir une enquête sur Clement, Bauer se rend en Israël pour rencontrer son collègue Haim Cohen, conseiller juridique du gouvernement israélien. Le procureur allemand est arrivé à Jérusalem en décembre 1959. Furieux parce qu'il avait senti que nous avions fait capoter l'enquête dont il nous avait chargés. Il a rencontré Haim Cohen qui a demandé à Isser de venir. Ils se sont mis d'accord pour en finir avec cette affaire. Ensuite, Haim Cohen a appelé Isser et lui a dit « Maintenant ça suffit. Je veux que Zvi Aharoni aille à Buenos Aires et vérifie une fois pour toutes cette information. Est-elle bonne ou non ?» Isser n'a pas pu refuser. Il ne dépendait pas de Haim Cohen, seulement du Premier ministre. Mais il ne pouvait pas refuser ça à Bauer et à Haim Cohen. Il leur a dit « Ok, on y va ». C'est en février 1960 que Zvi Aharoni arrive à Buenos Aires pour mettre la main sur l'instigateur de la solution finale. Vivant dans la campagne anglaise des environs de Londres, Zvi Aharoni mène aujourd'hui une existence paisible. Il est entré dans les services secrets israéliens en 1949 et c'est un spécialiste des interrogatoires. Je suis né en 1921. Lorsqu'Hitler est arrivé au pouvoir, j'avais 12 ans. Il y avait seulement 1 ou 2 autres garçons juifs dans ma classe. Je vous laisse à penser comment on se faisait traiter par nos soi-disant camarades. Il ne se passait pas un jour sans qu'on se fasse injurier. Parfois même, on se faisait taper dessus. On a grandi avec ces injures et ces persécutions. Imaginez comment un enfant qui a grandi dans un climat pareil peut réagir à l'Allemagne nazie. Et encore, nous avons eu la chance de pouvoir nous échapper 1 mois avant la nuit de cristal, la nuit où toutes les synagogues ont été incendiées et où les magasins juifs ont été détruits.
Nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir nous enfuir. Tous les autres, les oncles, les tantes, les neveux, tous ont disparu. Ils ont connu le sort des 6 millions de Juifs qui ont péri dans les camps de concentration. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la traque d'Eichmann a permis d'accumuler un épais dossier sur le fugitif. Il contient le parcours de Eichmann pendant la guerre, ses caractéristiques personnelles et la liste de ses crimes. Cuando haga sus apuestas, juéguese por lotería de la provincia de Buenos Aires. Ahora de nuevo con su tradicional Vicente. Aharoni arrive à Buenos Aires sous un passeport diplomatique israélien au nom de M. Rodan. Il est censé effectuer des recherches sur les activités antisémites en Argentine. Il dépend de l'ambassade israélienne. Seul l'attaché militaire de l'ambassade est au courant de sa véritable mission. Notre façon de travailler au Mossad, comme dans tous les autres services secrets, c'est que l'on sait seulement ce qu'on doit savoir pour accomplir sa mission. Autrement dit, je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il y avait dans le dossier Eichmann avant d'être choisi pour aller en Argentine. Je ne savais pas que 2 personnes y étaient déjà allées. J'ignorais tout de Chacabuco, je ne savais rien du tout. Ça ne faisait pas partie de mon travail. J'ai fait savoir aux contacts que j'avais à l'ambassade que j'avais besoin d'aide sur place et de volontaires pour m'aider. Dès le départ, j'avais décidé que je prendrais certains risques. En 1960, l'antisémitisme refait surface un peu partout dans le monde. En Argentine, de nombreux juifs haut placés sont d'autant plus disposés à aider Aharoni. Le fléau se répandait dans le monde entier. Il se traduisait par des attaques contre les Juifs, des paroles diffamatoires et des grèves contre les institutions juives. Cela a provoqué un émoi profond dans la communauté juive et israélienne. Cette vague d'antisémitisme provoque une crise pour le gouvernement du Premier ministre Ben Gourion. Je fus entendu par la Commission des Affaires étrangères et de la Sûreté. Je rappelai qu'après avoir fait un rapport sur le péril nazi, j'avais pris une série de mesures pour le combattre et que j'envisageais une autre action qui, en cas de succès, porterait un coup fatal à cette montée d'antisémitisme. Je ne leur ai pas dit qu'il s'agissait de l'opération Eichmann. Je me disais que si on parvenait à le capturer et à organiser son procès, ce serait la plus belle riposte de l'État d'Israël et du peuple juif au danger d'un renouveau du nazisme. Aharoni commence sa mission par la surveillance du numéro 4261 rue Chacabuco. Pour ne pas éveiller les soupçons, il envoie un volontaire inspecter la maison. Celle-ci est vide, hormis quelques peintres qui indiquent qu'une famille allemande a déménagé il y a 1 mois. Le nom de Clement figure toujours sur le compteur électrique. Aharoni tente de découvrir leur nouvelle adresse. Le 4 mars était, selon le dossier, le jour de l'anniversaire du fils aîné de Eichmann. Je me suis dit que c'était l'occasion rêvée. J'ai donc acheté un cadeau, un briquet assez cher, et j'ai fait un paquet à l'ambassade. Puis j'ai demandé à un de mes aides d'aller à Chacabuco et de le faire remettre à Nicolas Clement. L'idée étant que, comme l'expérience me l'a appris, les gens sont davantage disposés à vous aider lorsqu'il s'agit d'aller livrer quelque chose. Si vous voulez obtenir quelque chose et que vous dites « ce type me doit de l'argent, je le cherche », les gens sont moins serviables. Cette fois, les peintres informent le volontaire que l'un des fils Clement travaille toujours dans un garage voisin. Là, celui-ci remet le briquet à Dieter, le frère de Nicolas Eichmann.
J'ai décidé qu'on filerait Dieter après le travail. Il devait bien habiter quelque part, et comme ça on saurait où il vivait. On nous avait dit qu'il avait un scooter, et nous avons essayé d'en suivre un, mais sans être sûr que ce soit le bon. Pendant la filature, le jeune homme qui avait parlé à Dieter et qui était avec moi dans la voiture me dit « Ce n'est pas lui ». Il n'était plus sûr. Je me suis vraiment énervé et j'ai tenté le tout pour le tout. J'ai dit aux volontaires, écoute, tu vas retourner au garage et tu vas leur dire que l'ami qui t'a envoyé n'est pas content, qu'il prétend que tu n'as jamais remis ce paquet et qu'il veut que tu le rembourses. Alors, ou tu obtiens leur adresse en disant que tu veux savoir où ils habitent et que tu veux parler à M. Clement, ou si ça ne marche pas, au moins regarde bien le garçon en question de manière à pouvoir le reconnaître si tu le suis. Et ne viens pas me dire que tu n'es pas sûr, parce que c'est ridicule. Il est revenu avec l'adresse. Enfin, ce n'était pas une adresse, mais des indications pour le trouver. Près de l'arrêt de bus, à 100 mètres du kiosque. Et en plus, il nous a dit que Dieter lui avait répondu en colère « Tu m'accuses de ne pas avoir déposé le paquet, mais pourquoi tu n'as pas mis le bon nom? Ce n'est pas Nicolas Clement, c'est Nicolas Eichmann. » Quand il est revenu faire son rapport, il était très déçu. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il m'a dit « On a suivi la mauvaise personne. Il ne s'appelle pas Clement, mais Eichmann. » Vous imaginez la mienne de déception. On pouvait passer à l'étape suivante. On avait l'adresse et on savait que la famille s'appelait Eichmann. La famille Eichmann a déménagé à San Fernando, une commune misérable de la banlieue de Buenos Aires. En particulier à la gare, dont j'ai seulement réalisé plus tard qu'il s'agissait d'Eichmann. Il nous regardait, et dans ses yeux, il y avait non pas du remords, mais plutôt une sorte de regret. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris qu'il regrettait que ce soit déjà fini. C'est curieux pour cet homme responsable de la déportation d'un nombre incalculable de gens. La seule chose qui l'intéressait, c'était d'en déporter toujours davantage. Mais il n'en restait plus dans la ville. Le plan ne se limite pas aux déportations. Eichmann remplace les exécutions sporadiques par une vaste entreprise de mystification. Les déportations, présentées comme des opérations de regroupement dans 184 camps de concentration, dissimulent en fait un processus d'assassinat systématique. À Berlin, Eichmann est à présent responsable du département 4, section B4 de la Gestapo, avec des bureaux à Vienne, Prague, Budapest et Paris. Il s'entoure de fidèles adjoints chargés de traquer les Juifs et de les expédier vers les camps. Son plan est démoniaque, mais d'une minutie remarquable. En utilisant le réseau ferré européen, il jette les bases d'un chef-d'œuvre de coordination. Son programme crée de nouveaux emplois pour les Allemands. Il favorise l'expansion de la métallurgie pour répondre non seulement aux besoins en armes, mais aussi en voie ferrée. Les wagons transportant les cargaisons humaines vers les camps reviennent chargés de marchandises distribuées dans toute l'Europe. Une véritable entreprise commerciale soigneusement programmée, basée sur un projet d'extermination massive. Dès le départ, il savait ce qu'il voulait. D'abord, il y a eu un premier décret destiné à faire naître la peur, l'incertitude engendrée par la peur. Et puis, il y a eu une première série de lois obligeant les Juifs à porter l'étoile jaune et leur interdisant de sortir de chez eux à certaines heures.
Et lentement, petit à petit, ils ont précipité les communautés, les individus dans l'abîme. Avec bien sûr comme objectif ultime l'anéantissement total. Et partout, ils ont fait les mêmes choses, aux mêmes gens. Et comme je l'ai écrit quelque part, on avait l'impression qu'il y avait seulement un Allemand tuant un Juif 6 millions de fois. Otto Adolf Eichmann naît à Solingen en Allemagne le 19 mars 1906. Il a 8 ans quand sa mère meurt et la famille s'installe à Linz, en Autriche, où son père se remarie. Ils habitent un appartement au premier étage du 32 Landstrasse. La belle-mère de Eichmann est une femme dure et autoritaire. Son père travaille pour la compagnie des tramways et d'électricité au 6 Museumstrasse. Adolf Eichmann est un solitaire réservé. Il n'a pas d'amis. À l'école, on se moque de son teint mat, presque de type sémite. Ses camarades de classe l'appellent Der Kleine Jude, le petit juif. Schulden tragen den deutschen Staat, das Deutsche Reich. Au début des années 30, le fascisme venu d'Allemagne déferle sur l'Autriche et Eichmann est pris dans la vague. Il adhère au Parti national-socialiste autrichien. Très vite, il part pour l'Allemagne où il suit la formation SS, le service de sécurité nazi. « 23 janvier 1935. Il n'y a aucune objection à ce que Adolf Eichmann épouse Veronika Liebl. Après examen de ses origines raciales, nous l'avons jugée apte à devenir la femme d'un officier SS. Veronika Liebl est une fervente catholique tchécoslovaque. Il se marie et emménage dans une villa de la banlieue de Berlin. C'est là que naît Klaus, le premier de leurs 4 fils. Dans son uniforme SS, Eichmann est le pouvoir personnifié, un officier nazi infaillible, avec un faible pour les femmes. Il a plusieurs liaisons, dont une avec une certaine Maria Mussenbacher, idylle qui reviendra un jour le hanter. Les Alliés anéantissent le Troisième Reich. Nous sommes le 8 mai 1945. Cède au Reich. Avec une valise et 50 marks en liquide, il se rend dans une gare de jonction éloignée, où il est ensuite mis dans un wagon de marchandises et conduit vers son ultime destination. Le célèbre écrivain et prix Nobel de la paix Elie Wiesel est un rescapé de ce plan. Je me souviens d'un officier allemand. Il y avait en tout et pour tout 2 officiers allemands dans la ville où je me trouvais, qui étaient chargés de déportation. Et je me souviens d'un officier allemand en particulier à la gare, dont j'ai seulement réalisé plus tard qu'il s'agissait d'Eichmann. Il nous regardait, et dans ses yeux, il y avait non pas du remords, mais plutôt une sorte de regret. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris qu'il regrettait que ce soit déjà fini. C'est curieux pour cet homme responsable de la déportation d'un nombre incalculable de gens. La seule chose qui l'intéressait, c'était d'en déporter toujours davantage. Mais il n'en restait plus dans la ville. Le plan ne se limite pas aux déportations. Eichmann remplace les exécutions sporadiques par une vaste entreprise de mystification.
Les déportations, présentées comme des opérations de regroupement dans 184 camps de concentration, dissimulent en fait un processus d'assassinat systématique. À Berlin, Eichmann est à présent responsable du département 4, section B4 de la Gestapo, avec des bureaux à Vienne, Prague, Budapest et Paris. Il s'entoure de fidèles adjoints chargés de traquer les Juifs et de les expédier vers les camps. Son plan est démoniaque, mais d'une minutie remarquable. En utilisant le réseau ferré européen, il jette les bases d'un chef-d'œuvre de coordination. Son programme crée de nouveaux emplois pour les Allemands. Il favorise l'expansion de la métallurgie pour répondre non seulement aux besoins en armes, mais aussi en voies ferrées. Les wagons transportant les cargaisons humaines vers les camps reviennent chargés de marchandises distribuées dans toute l'Europe. Une véritable entreprise commerciale soigneusement programmée, basée sur un projet d'extermination massive. Dès le départ, il savait ce qu'il voulait. D'abord, il y a eu un premier décret destiné à faire naître la peur, l'incertitude engendrée par la peur. Et puis, il y a eu une première série de lois obligeant les Juifs à porter l'étoile jaune et leur interdisant de sortir de... Les Juifs qui viennent de Palestine. Une division de renseignement de la Haganah, l'armée clandestine juive, envoie un agent à Vienne. Il s'agit de Asher Ben Nathan, le futur directeur général du ministère israélien de la Défense. Sous le nom d'Arthur Peer, il ouvre une bibliothèque de recherche à Vienne, une couverture pour la traque des criminels de guerre nazis. Arthur est persuadé que Eichmann se cache quelque part dans son Autriche natale. Il charge un agent de retrouver la femme de Eichmann. Manos Diamant possède un charme persuasif et parle couramment l'allemand. Nous avons retrouvé sa femme à Badehause, une station balnéaire à environ 30 km de Linz. C'était un endroit où se cachaient de nombreux criminels. Je vivais en face de chez Madame Eichmann et, pas tout à fait par hasard, j'ai fait la connaissance de ses enfants. On faisait de la voile ensemble, on allait se promener. Je suis en quelque sorte devenu l'ami de la famille. Mais Madame Eichmann n'a pas eu de contact avec son mari. Apparemment, elle se savait surveiller. Mais dans son enquête, Diamant souffre d'un sévère handicap. Il a un nom et une longue liste de crimes, mais il ignore totalement à quoi ressemble Eichmann. Le problème était surtout de trouver une photo d'Eichmann. Et à force de faire de l'espionnage, je suis arrivé à localiser la maîtresse d'Eichmann. Maria Muschenbacher habite le village autrichien d'Urfahr, dans un appartement offert par Eichmann, son ancien amant. Diamant se présente à elle comme un ami de Eichmann. Je suis devenu l'ami de cette femme. Je suis allé chez elle à plusieurs reprises et à chaque fois je m'arrangeais pour parler photo. Un soir, elle a sorti un album et m'a dit « Voici mon Adolphe ». C'était suffisant pour moi. J'ai bien entendu pris la photo et je l'ai apportée à Arthur. Et il m'a dit cette chose que je n'ai jamais pu oublier. Manos, c'est le premier pas vers la capture d'Eichmann. Lors des procès des crimes de guerre à Nuremberg, en Allemagne, le nom d'Adolf Eichmann est cité comme l'un des principaux instigateurs de la solution finale. L'officier SS Adolf Eichmann expose son plan. En tant que spécialiste de la question juive du bureau 4, section B4 de la Gestapo et des services de sûreté du Reich, je suis chargé du transport des Juifs. Selon notre calendrier, les opérations seront menées comme suit. Dès qu'un Juif est identifié comme tel, il est arrêté. Il cède tout ce qu'il possède au Reich.
Avec une valise et 50 marks en liquide, il se rend dans une gare de jonction éloignée, où il est ensuite mis dans un wagon de marchandises et conduit vers son ultime destination. Le célèbre écrivain et prix Nobel de la paix Elie Wiesel est un rescapé de ce plan. Je me souviens d'un officier allemand. Il y avait en tout et pour tout 2 officiers allemands dans la ville où je me trouvais, qui étaient chargés de déportation. Et je me souviens d'un officier allemand en particulier à la gare, dont j'ai seulement réalisé plus tard qu'il s'agissait d'Eichmann. Il nous regardait, et dans ses yeux, il y avait non pas du remords, mais plutôt une sorte de regret. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris qu'il regrettait que ce soit déjà fini. C'est curieux pour cet homme responsable de la déportation d'un nombre incalculable de gens. La seule chose qui l'intéressait, c'était d'en déporter toujours davantage. Mais il n'en restait plus dans la ville. Le plan ne se limite pas aux déportations. Eichmann remplace les exécutions sporadiques par une vaste entreprise de mystification. Les déportations, présentées comme des opérations de regroupement dans 184 camps de concentration, dissimulent en fait un processus d'assassinat systématique. À Berlin, Eichmann est à présent responsable du département 4, section B4 de la Gestapo, avec des bureaux à Vienne, Prague, Budapest et Paris. Il s'entoure de fidèles adjoints chargés de traquer les Juifs et de les expédier vers les camps. Son plan est démoniaque, mais d'une minutie remarquable. En utilisant le réseau ferré européen, il jette les bases d'un chef-d'œuvre de coordination. Son programme crée de nouveaux emplois pour les Allemands. Il favorise l'expansion de la métallurgie pour répondre non seulement aux besoins en armes, mais aussi en voie ferrée. Les wagons transportant les cargaisons humaines vers les camps reviennent chargés de marchandises distribuées dans toute l'Europe. Une véritable entreprise commerciale soigneusement programmée, basée sur un projet d'expansion. Au début des années 30, le fascisme venu d'Allemagne déferle sur l'Autriche et Eichmann est pris dans la vague. Il adhère au Parti national-socialiste autrichien. Très vite, il part pour l'Allemagne où il suit la formation SS, le service de sécurité nazi. « 23 janvier 1935. Il n'y a aucune objection à ce que Adolf Eichmann épouse Veronika Liebl. Après examen de ses origines raciales, nous l'avons jugée apte à devenir la femme d'un officier SS. Veronika Liebl est une fervente catholique tchécoslovaque. Ils se marient et emménagent dans une villa de la banlieue de Berlin. C'est là que naît Klaus, le premier de leurs 4 fils. Dans son uniforme SS, Eichmann est le pouvoir personnifié. Un officier nazi infaillible, avec un faible pour les femmes. Il a plusieurs liaisons, dont une avec une certaine Maria Mussenbacher, idylle qui reviendra un jour le hanter. Les Alliés anéantissent le Troisième Reich. Nous sommes le 8 mai 1945. Près de 6 millions de Juifs, un tiers de la communauté juive mondiale, sont morts. La fin de la guerre oblige les nazis à tenter d'éliminer toute trace de leurs crimes. Eichmann détruit ses photos et rapports et disparaît.
Après la guerre, les Européens s'efforcent de retrouver une vie normale. Mais certains veulent régler leur compte avec les nazis. Ce sont d'anciens soldats juifs, alliés à une brigade militaire britannique, se faisant appeler les Avengers, les Vengeurs. Un ancien Avenger connu sous le nom de Ziv Keren est aujourd'hui agent secret israélien. Nous étions en Italie du Nord, à Trévise, quand la guerre a pris fin. Un groupe s'est constitué. J'étais l'un de ceux chargés de mener à bien les actions. Quand j'ai vu le nom que m'avait envoyé Fritz Bauer, il m'a paru familier. Je l'avais déjà vu quelque part. J'ai ressorti le dossier de Hermann et j'ai examiné tous les rapports dans les moindres détails. D'après l'un d'eux, sur la facture d'électricité de la maison de Francisco Schmidt, figuraient deux autres noms, Ricardo Clement et D'Agosto, Daguto, quelque chose comme ça. Au moment où j'ai vu ce nom, Clement, je me suis dit, ça y est, on le tient. Pourtant, 2 mois passent sans qu'aucune action ne soit engagée. Déterminé à obtenir une enquête sur Clement, Bauer se rend en Israël pour rencontrer son collègue Haim Cohen, conseiller juridique du gouvernement israélien. Le procureur allemand est arrivé à Jérusalem en décembre 1959. Furieux parce qu'il avait senti que nous avions fait capoter l'enquête dont il nous avait chargés. Il a rencontré Haim Cohen, qui a demandé à Isser de venir. Ils se sont mis d'accord pour en finir avec cette affaire. Ensuite, Haim Cohen a appelé Isser et lui a dit « Maintenant ça suffit. Je veux que Zvi Aharoni aille à Buenos Aires et vérifie une fois pour toutes cette information. Est-elle bonne ou non ?» Isser n'a pas pu refuser. Il ne dépendait pas de Haim Cohen, seulement du Premier ministre. Mais il ne pouvait pas refuser ça à Bauer et à Haim Cohen. Il leur a dit « Ok, on y va ». C'est en février 1960 que Zvi Aharoni arrive à Buenos Aires pour mettre la main sur l'instigateur de la solution finale. Vivant dans la campagne anglaise des environs de Londres, Zvi Aharoni mène aujourd'hui une existence paisible. Il est entré dans les services secrets israéliens en 1949 et c'est un spécialiste des interrogatoires. Je suis né en 1921. Lorsqu'Hitler est arrivé au pouvoir, j'avais 12 ans. Il y avait seulement 1 ou 2 autres garçons juifs dans ma classe. Je vous laisse à penser comment on se faisait traiter par nos soi-disant camarades. Il ne se passait pas un jour sans qu'on se fasse injurier. Parfois même, on se faisait taper dessus. On a grandi avec ces injures et ces persécutions. Imaginez comment un enfant qui a grandi dans un climat pareil peut réagir à l'Allemagne nazie. Veronika Eichmann et ses fils arrivent à Tucumán. Cela fait 7 ans qu'elle n'a pas revu son mari. La région reculée de Tucumán garantit l'anonymat à Eichmann et à sa famille. Mais en 1953, le contrat gouvernemental de Capri touche à sa fin et l'entreprise est dissoute. Eichmann quitte alors le sanctuaire des montagnes pour une vie plus exposée dans une banlieue de Buenos Aires. Eichmann ouvre un lavomatique, mais son commerce ne marche pas et il est contraint de vendre. Il décroche alors un travail dans une entreprise de métallurgie, mais se fait très vite licencier. Il dirige ensuite un élevage de lapins et fait faillite. Le cerveau de la solution finale est incapable de trouver un travail stable dans le civil. Il trouve finalement du travail chez Mercedes-Benz Argentine et commence à se sentir à nouveau en famille. Depuis les années 30, beaucoup d'Allemands sont venus s'installer en Argentine.
Buenos Aires, ville de diversité culturelle et de tolérance, est pour les exilés nazis un refuge sûr. Ils vivent au grand jour dans leur patrie adoptive. Ils se réunissent dans leur propre club et revendiquent leur propre culture tout en adoptant les traditions argentines. L'Argentine apparaît alors comme le dernier bunker du nazisme, et son dictateur Juan Perón passe pour un fervent admirateur du fascisme européen. Au sein de la communauté allemande de Buenos Aires, les criminels de guerre côtoient leurs victimes. Lothar Hermann est un juif allemand rescapé des camps de concentration et aveugle. Il vit à Olivos, dans la banlieue de Buenos Aires, avec sa femme et leur fille unique, Silvia. Silvia rencontre un jour un jeune homme nommé Nicolas Eichmann. Il habite avec sa mère et ses frères dans la rue Chacabuco. Un homme vit... L'Argentine apparaît alors comme le dernier bunker du nazisme, et son dictateur Juan Perón passe pour un fervent admirateur du fascisme européen. Au sein de la communauté allemande de Buenos Aires, les criminels de guerre côtoient leurs victimes. Lothar Hermann est un juif allemand rescapé des camps de concentration et aveugle. Il vit à Olivos, dans la banlieue de Buenos Aires, avec sa femme et leur fille unique, Silvia. Silvia rencontre un jour un jeune homme nommé Nicolas Eichmann. Il habite avec sa mère et ses frères dans la rue Chacabuco. Un homme vit également avec eux. Nicolas parle de lui comme de son oncle. Prenant la famille Hermann pour des Allemands comme lui, Nicolas parle librement du rôle de son père chez les SS et explique comment les nazis auraient dû en finir avec les Juifs. En l'écoutant, Lothar Hermann se met à songer que le nom de famille de Nicolas Eichmann ne lui est pas étranger. Soupçonneux, il écrit au procureur juif du district d'Essen, en Allemagne de l'Ouest. Le docteur Fritz Bauer reçoit la lettre de Hermann en octobre 1957. Il informe alors le Mossad israélien que Eichmann pourrait bien se trouver en Argentine. Et il nous a dit très ouvertement, « Je ne peux pas compter sur le ministère des Affaires étrangères allemand, ni sur les consulats allemands en Amérique du Sud ou ailleurs dans le monde. Et dans une affaire aussi délicate, je ne peux même pas compter sur les gens que j'emploie dans mon service. » Autrement dit, il craignait une certaine réticence à traiter cette affaire, et aussi qu'Eichmann ne soit informé et ne disparaisse purement et simplement. Il circule tellement de rumeurs sur Eichmann que Harel accueille cette information avec un optimisme circonspect. Il envoie en Argentine Ephraim Hofstetter, un enquêteur de la police israélienne parlant l'allemand. Celui-ci constate qu'on peut faire confiance à Hermann et à sa fille. Ils ont suivi. Dernier maillon de cette chaîne de mort, on jette les corps dans des fosses communes ou on les brûle dans des fours crématoires. À l'apogée de son pouvoir, l'officier SS Adolf Eichmann est aux commandes d'un mécanisme d'extermination qui transforme systématiquement la vie de millions de Juifs en cendres.
Otto Adolf Eichmann naît à Solingen en Allemagne le 19 mars 1906. Il a 8 ans quand sa mère meurt et la famille s'installe à Linz, en Autriche, où son père se remarie. Ils habitent un appartement au premier étage du 32 Landstrasse. La belle-mère de Eichmann est une femme dure et autoritaire. Son père travaille pour la compagnie des tramways et d'électricité au 6 Museumstrasse. Adolf Eichmann est un solitaire réservé. Il n'a pas d'amis. À l'école, on se moque de son teint mat, presque de type sémite. Ses camarades de classe l'appellent Der Kleine Jude, le petit juif. Schulden tragen den deutschen Staat, das Deutsche Reich. Au début des années 30, le fascisme venu d'Allemagne déferle sur l'Autriche et Eichmann est pris dans la vague. Il adhère au Parti national-socialiste autrichien. Très vite, il part pour l'Allemagne où il suit la formation SS, le service de sécurité nazi. « 23 janvier 1935. Il n'y a aucune objection à ce que Adolf Eichmann épouse Veronika Liebl. Après examen de ses origines raciales, nous l'avons jugée apte à devenir la femme d'un officier SS. Veronika Liebl est une fervente catholique tchécoslovaque. Il se marie et emménage dans une villa de la banlieue de Berlin. C'est là que naît Klaus, le premier de leurs 4 fils. Dans son uniforme SS, Eichmann est le pouvoir personnifié, un officier nazi infaillible, avec un